Merci aussi aux téléspectateurs de la télévision Futur Média. Et je vous le disais donc à l'entame de votre émission Soir d'Info qu'en deuxième partie, nous allons recevoir donc M. Barkaba de la télévision Futur Média. Il est spécialiste des relations internationales. Barka, bonsoir. Bonsoir, Chadian. Alors, une nouvelle qui a surpris plus d'un, avec le décès annoncé ce matin de Soumaïla Cissé, le principal leader de l'opposition au Mali. Le Mali qui reste encore en état fragile après tout ce qui s'est passé. On ne va pas certainement revenir sur ces détails. Mais alors, quelles peuvent être les conséquences d'une telle nouvelle, c'est-à-dire le décès de Soumaïla? Plusieurs conséquences, Chatidiane, parce que comme vous venez de l'évoquer, c'est une nouvelle totalement inattendue. Peu de gens étaient au courant de l'évacuation en France de Soumaïla Cissé à partir du Niger. Et il a succombé au fléau de ces temps, le Covid, qui l'a emporté, qui a emporté beaucoup d'autres personnalités. Et ce soir, le Mali est encore orphelin d'une grande figure politique après les décès de Moussa Traoré, ancien président, et d'Amadou Toumani Touré, ancien président. C'est encore un homme politique majeur du Mali qui quitte la scène dans des circonstances assez particulières. J'allais même dire que finalement la vie ne semble tenir à rien, d'autant plus que Soumaïla Cissé est entre les mains des yaristes pendant 6 mois, et justement libéré quelques jours après, disons 2 mois après pratiquement. Voilà, il est parti. Alors, certainement, on va assister à une reconfiguration de l'échiquier de l'environnement politique, j'allais dire, malien. On sait que c'est le principal leader de l'opposition, mais avec sa disparition, certainement, on va assister, disons, à des mouvements, puisque chacun voudra aussi être au devant de la scène pour éventuellement prendre le pouvoir. Si toutefois, les élections démocratiques sont organisées par, disons, ceux-là qui sont là actuellement, c'est-à-dire les militaires. Tout à fait, Chatidiane. Les cartes sont ce soir totalement rebattues à Bamako, comme vous venez de l'évoquer. Soumaïla est un homme politique majeur, chef de file de l'opposition, qui a été 3 fois candidat à la présidentielle et qui, à 3 reprises, est arrivé second à la présidentielle. Il a toujours été assez malheureux. La première fois, c'était face à Amadou Toumani Touré. Il avait échoué de peu. Après, son principal challenger et rival qu'il a battu 2 fois, c'est le président Ibeka. Chaque fois, Soumaïla a raté le coche. Et cette fois-ci, le pouvoir semblait lui tendre la main parce que son principal grand challenger lui-même, donc Ibeka, a été renversé par les militaires. Et beaucoup d'observateurs pensaient, sous certaines réserves, que quand même, pour la première fois, il avait des chances réelles d'accéder au pouvoir si la transition était menée à son terme et si les dés n'étaient pas pipés. Ce qui est une autre paire de manches avec maintenant l'arrivée des militaires au pouvoir. On voit que ces jeunes colonels qui ont renversé Ibeka, par les actes qu'ils posent tous les jours, semblent se cramponner au pouvoir, semblent militariser, comme ce n'est pas possible, la haute administration malienne, en mettant beaucoup d'officiers dans des postes stratégiques. Déjà au sein du gouvernement, ils tiennent l'administration territoriale, ils tiennent évidemment le ministère de la Défense, ils tiennent aussi un poste qui était souvent dévolu aux civils, le poste de ministre de la Réconciliation nationale, qui est un ministère très important dans le cas malien, qui est un État fragilisé, éclaté, qui a besoin de cohésion nationale. Bref, tous les actes que posent les militaires, sans compter la nomination récente du fameux colonel Malik Diaw à la tête du Conseil national de transition qui sert d'assemblée législative. Bref, les militaires tiennent tous les leviers du pouvoir, mais malgré cette mainmise, beaucoup de gens pensaient que Soumaïla Cissé, avec son carnet d'adresses, son background et sa représentativité, face à ce qui semble être une chute drastique de l'électorat de Ibeka, généralement quand les présidents perdent le pouvoir, leur parti aussi connaissent des crises. Bref, il n'y avait pas réellement d'obstacle majeur sur le chemin de Soumaïla Cissé pour devenir président de la République. Or, sa disparition soudaine, inattendue, évidemment, bouleverse l'échiquier politique. Et ce soir, au-delà de l'émotion, au-delà de ce coup de massue qui s'abat sur la classe politique, ça va manœuvrer ferme, d'abord au sein de son parti. Il faudra qu'on sache... Son successeur
son successeur au sein de son parti, parce que jusque-là, même s'il y avait un porte-parole, même s'il y avait d'autres cadres au sein de l'URD, Soumaïla était quand même la figure la plus connue et on ne lui connaissait pas encore réellement de véritable successeur. Du côté de l'autre classe politique, après peut-être l'émotion, d'autres appétits vont se dégager. Les militaires, très probablement, vont essayer d'imposer... Justement, il semblerait que véritablement cela ouvre pratiquement un boulevard aux militaires qui, à travers les actes posés, semblent en tout cas s'orienter vers, disons, c'est-à-dire ils veulent continuer à tenir le pouvoir au vu en tout cas des actes qu'ils ont posés avec ce décès donc de Soumaïla Plujo. C'est carrément un boulevard qui s'ouvre finalement. Bon, est-ce que c'est un boulevard? Parce que quand même, il y a une sorte de résistance pour le moment, peut-être pas très agressive contre les militaires, mais beaucoup de gens du M5 qui ont été à la pointe quand même de la contestation du régime de IBK ont eu l'impression d'avoir été floués par ces jeunes colonels-là, qui semblent montrer beaucoup d'appétit, qui montrent que c'est des gens très ambitieux et souvent très bien formés, ils ont été à très bonne école. La manière dont ils ont procédé depuis le début en imposant ce que j'appellerais un semi-civil, parce qu'ils ont mis à la tête de la transition un ancien officier, le colonel Ndao, qui est à la retraite, mais qui a des acquaintances très fortes avec les militaires. Ils sont allés chercher un premier ministre sous la pression de la communauté internationale qui présente un profil plus lisse et plus acceptable, mais qui pour le moment ne semble pas disposer de large pouvoir. On sait que c'est Assimi Goïta, qui est vice-président de l'ancienne junte, le CNSP, qui continue de tirer les ficelles. Et l'autre colonel qui joue sa partition, on l'a dit, c'est le colonel Malik Diaw, qui a troqué pour l'occasion la vareuse militaire contre un habit civil. Cela est un gros indicateur que ces jeunes colonels-là qui commencent à goûter au pouvoir, qui commencent à comprendre ce que c'est que le pouvoir avec le relais, ça m'étonnerait qu'ils ne cherchent pas ou qu'ils n'aient pas déjà trouvé un candidat qui va gérer leurs intérêts. Et cela intervient dans un contexte particulier où une partie de la classe politique malienne est quand même décriée, il faut le dire, ce qui fait que quelque part, les militaires peuvent avoir un certain soutien de la part d'une certaine frange de la population qui en a peut-être un peu marre de la classe politique traditionnelle, qui pense que les civils ont échoué. Peut-être quelqu'un comme Imam Dicko pourrait éventuellement, disons, faire douter un tout petit peu, disons, peut-être pourrait faire reculer, disons, de ces ambitions de ces jeunes colonels qui sont arrivés au pouvoir après ce coup d'État. Pour le moment, l'imam Dicko semble être très prudent et semble manœuvrer de manière très intelligente en ne s'aliénant pas les militaires qui sont au pouvoir, dont certains d'entre eux entretiennent de très bonnes relations avec l'imam. L'imam a accepté d'avoir un représentant au moins dans le gouvernement mis en place par la transition. Et une partie, l'imam semble même avoir pris ses distances avec une partie de la frange la plus radicale, la plus extrémiste peut-être, ou en tout cas la plus contestatrice du M5. Pour le moment, il est plutôt dans un jeu assez habile. Assez habile, c'est un homme assez nuancé. L'imam a prouvé qu'il avait beaucoup de ressources. Est-ce que cela veut dire qu'il va jouer la carte de la transition militaire jusqu'au bout, ou bien il n'a pas dit son dernier mot? Pour le moment, il est dans une posture plutôt bienveillante. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi sa parole, sa position pourrait influencer, c'est clair. Mais absolument, il reste un homme très influent et il n'est pas le seul. Le shérif de Nioro... Peut-être même un faiseur de roi. Peut-être, mais il n'est pas le seul dans cette position. On semble souvent oublier le rôle de notre religieux qui est très important au Mali, qui est le shérif de Nioro, pour qui même l'imam Dicko a beaucoup de respect. Et les jeunes militaires sont allés, après avoir vu le Dicko à Bamako, sont allés faire le pèlerinage à Nioro pour avoir la bénédiction du shérif de Nioro, qui a semblé donner un peu sa bénédiction à ces jeunes militaires. Et la seule condition qu'il a posé à ces militaires, c'est de ne pas s'allier avec un autre cacique de la vie politique, c'est Soumaïla Boubèye Maïga, qui est
très important dans le jeu politique malien. Mais qui semble actuellement être hors jeu, qui semble être hors jeu. Qui n'est pas hors jeu, qui semble jouer la carte des militaires. Il est un peu en retrait, mais c'est un redoutable manœuvrier, peut-être le plus grand manœuvrier de l'histoire politique du Mali, qui a été plusieurs fois chef de la sécurité d'État, qui a été Premier ministre, qui a été un acteur majeur de la seconde réélection de IBK, mais qui, de par ses bisbilles avec l'imam Diko et justement avec le shérif de Nioro, semblait être en perte de vitesse parce que ce sont les deux religieux qui ont quand même obtenu la tête de Soumaïla Boubèye Maïga en le faisant éjecter de la primature. Mais c'est un gars extrêmement réseauté, c'est un homme très réseauté, très habile et qui semble jouer un peu les Michito-Minichi pour les jeunes militaires. Donc, tout cela veut dire quoi? Ça veut dire que les cartes sont totalement rebattues. Chacun joue sa partition, aussi bien les militaires que les politiciens traditionnels comme Choguel Maïga, comme Maître Muntaga Tall. Maintenant, qui va hériter du parti de Soumaïlou, de Soumaïla Cissé, est-ce que c'est un parti bien structuré qui ne va pas aller vers la scission, où d'autres ambitions ne vont pas se dégager? Pour le moment, l'avenir au Mali semble être assez incertain. Alors peut-être que les choses vont se jouer dans la sous-région, puisque nous le savons, Soumaïla Cissé était disons à Niger, à Niamey, où il a quitté en tout cas pour rejoindre la France pour se traiter. On sait qu'il y a une certaine proximité entre lui, Soumaïla Cissé, et disons le pouvoir nigérien. Alors, à votre avis, quelle devrait être, disons, la partition du Niger pour essayer véritablement de gérer les choses comme il se doit plutôt, d'autant plus que le Mali reste encore un État assez fragile, il faut le dire. C'est une question très intéressante que vous posez ici, parce que le fait que Soumaïla Cissé était en tournée de remerciements pour ses soutiens dans la sous-région et qu'il ait été évacué du Niger pour aller à Paris, est tout sauf anecdotique dans ce contexte. En fait, il y a des jeux très souterrains dans la sous-région qui échappent, qui passent sous les radars. Généralement, aussi paradoxal que cela paraisse, ce qui se passe à Ouaga peut se jouer à Niamey ou bien à Abidjan ou même à Dakar et vice-versa. Et Soumaïla était allé non seulement remercier le président nigérien Issoufou, qui ne se représente pas, mais qui a son poulain, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bazoum, qui semble être le grand favori de cette élection. Alors, c'est tout sauf anecdotique, ce qui veut dire que si les choses s'étaient déroulées peut-être comme prévu, il aurait pu attendre un retour d'ascenseur de Bazoum, si Bazoum passe comme président de la République. Ce qui veut dire qu'il y a un jeu d'équilibre dans la sous-région. Même Soumaïla Cissé était venu chercher le soutien d'un certain Macky Sall à Dakar, ce qui, à l'époque, avait un peu fait grincer des dents du côté de Bamako. Mais c'est un jeu diplomatique subtil qui fait que les gens font la tournée dans la sous-région pour avoir le soutien de tel président, entre Bissau, entre Abidjan. Et pour le cas du Niger, pour l'anecdote, même la chute de Blaise Compaoré a été orchestrée à partir du Niger, parce que simplement un ancien ministre clé du régime burkinabé, Salif Diallo, qui a fait ses études à Dakar avec un certain Mohamed Bazoum, qu'on retrouve, ils étaient dans la même chambre à l'université de Dakar, se sont retrouvés après avec les vicissitudes de la vie, chacun ministre important dans un pays, ça crée des liens très forts. Et une fois Salif Diallo éjecté du gouvernement burkinabé, il est parti devenir conseiller spécial de Issoufou. Et c'est ce Salif Diallo-là qui a orchestré la chute de Blaise Compaoré en ralliant à sa cause d'autres caciques du parti de Compaoré, dont le président, celui qui allait devenir président, Roch Christian Kaboré. Donc il y a des connexions extrêmement souterraines entre Dakar, Bamako, Niger, Niamey qui échappent souvent au radar. Et souvent les gens ne voient qu'un président qui est élu, alors que ça s'est joué peut-être au Café de Rome ou quelque part au Cappuccino à Ouagadougou. Alors justement, quelle devrait être à votre avis, disons, l'attitude du Sénégal par rapport à cette nouvelle situation qui sévit, disons, à Bamako, avec le décès du principal leader de l'opposition, Soumaïla Cissé? Dakar devrait être attentif ou alors essayer d'aller
jouer un tout petit peu son rôle, sachant que c'est deux pays qui partagent une frontière commune? Moi, j'ai toujours pensé, et cela n'engage que ma petite personne, que peut-être l'ambassade la plus importante pour le Sénégal, c'est pas forcément Paris ou bien Washington. Ça devrait se retrouver quelque part entre Banjul et Bamako, pour des raisons de sécurité nationale évidentes. Le Sénégal devrait suivre beaucoup plus que cela et devrait être moins frileux à s'intéresser à ses voisins. On ne demande pas de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État, mais même pour des raisons historiques, le Mali est le seul pays avec qui on a partagé une fédération. Le Mali est un de nos premiers partenaires économiques. On devrait monter en puissance par rapport au rôle de notre ambassade à Bamako. On devrait mettre là-bas nos meilleurs diplomates. C'est peut-être le cas pour ceux qui sont en place. Et aussi bien à Bissau qu'à Banjul, le Sénégal a les atouts nécessaires par rapport à sa diplomatie et jouer clairement le rôle d'une petite puissance sous-régionale sans complexe et jouer sa partition. Ce qui se passe à Bamako ne saurait nous laisser indifférents. Maintenant, ça, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Ce ne sont pas des choses qui se dispute peut-être sur la place publique, mais le Sénégal devrait, à mon avis, être moins frileux. Un pays comme le Maroc, par exemple, peut-être les choses n'étant pas, toute comparaison n'étant pas, les comparaisons, je veux dire, comme on dit souvent. Oui, on ne peut pas comparer peut-être la puissance du Maroc, mais au moins on peut s'inspirer de la diplomatie marocaine qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans la sous-région. Le Sénégal devrait jouer son leadership dans la sous-région. Mais totalement. Pourquoi le Sénégal ne le jouerait pas? Parce que le Sénégal a cette tradition démocratique, n'a jamais connu de coup d'État, c'est un pays assez stable. On a tous nos compatriotes qui sont dans les pays de la sous-région. On devrait monter en puissance et être moins frileux en restant dans la diplomatie de bon voisinage hérité de Senghor. C'est une très très bonne chose, mais on devrait être un peu plus agressif commercialement et sans faire d'intervention militaire ou quoi que ce soit. Du côté du Mali, il y a aussi cette pression djihadiste. Sur le côté géostratégique, on manque de vigueur. Notre diplomatie manque de vigueur et manque un peu de réactivité. On est un peu trop frileux. On reste sur un schéma un peu trop classique, à mon avis. Alors, quels sont les lendemains, le Mali? Des lendemains incertains. Il y a eu une cascade de malheurs qui s'est abattue sur le Mali. Il y a déjà le péril djihadiste. Le Mali a connu 2 coups d'État assez compliqués. On ne va pas aujourd'hui, on ne peut pas lire sur le marc de café ou dans la boule de cristal pour dire que voilà de quoi demain sera fait. Mais c'est un État assez fragile qui a besoin du soutien de ses voisins et de la communauté internationale pour l'aider à retrouver la pente. Voilà, Barkaba, merci. Barkaba, notre invité sur Soir d'Info, qui est aussi journaliste ici au groupe Futur Média, spécialiste des relations internationales. Il revenait sur cette nouvelle situation qui sévit, disons, au Mali, avec le décès annoncé de Soumaïla Cissé, le principal leader de l'opposition au Mali. Donc, il nous a analysé, il nous a parlé donc de la situation et peut-être de ce qu'on devrait, donc, à quoi on devrait s'attendre. Merci à vous en tout cas, Barkaba. Merci, Chéridiane. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne et heureuse année aux téléspectateurs de la TFM. Yàlla ñu Yàlla may ñu fekkee wat ko ci ay yeneen jamono. Amin Barkaba et bonne fête, plutôt joyeux Noël à la communauté catholique chrétienne du Sénégal et d'ailleurs. Merci de nous rester fidèles. Les programmes se poursuivent sur la télévision Futur Média.